Bonjour, donc nous avons rencontré le coordinateur de MSF et je souhaiterais que tu te présentes. Voilà, du Bonjour, dispositif. je suis Aloïs Vimard, donc coordinateur de projet pour Médecins sans frontières, basé à Marseille. Je coordonne à la fois un projet de mise à l'abri de mineurs non accompagnés sur Marseille, dans 3 lieux d'hébergement là. Et puis dans le cadre de l'épidémie, j'ai réalisé une évaluation un petit peu de la situation pour Médecins sans frontières afin de voir s'il y avait une plus-value pour MSF de s'impliquer sur le territoire et de venir en support sur la réponse à l'épidémie. Et dans quel contexte vous êtes arrivé? Vous avez été appelé par qui? Ou c'est toi, ton évaluation qui a fait que les besoins sont revenus au niveau de l'ARS par exemple, ou de ceux qui ont décidé? Étant sur place sur Marseille, j'étais déjà présent, donc c'était tout naturellement que j'ai essayé de rencontrer un maximum d'acteurs de terrain et aussi d'institutions, des autorités sanitaires pour comprendre un petit peu les enjeux et les difficultés que les uns et les autres pouvaient rencontrer et surtout les constats et les besoins, parce que finalement il y a beaucoup de ressources sur le territoire, des gens qui travaillent et qui ont l'habitude de travailler notamment dans ces quartiers et qui faisaient des constats, et j'ai observé en discutant avec différents acteurs, des professionnels de santé, des associations, des travailleurs sociaux, qu'en fait ils faisaient le même constat, et du coup c'est dans ce cadre que je me suis dit que MSF pouvait peut-être venir en support avec son expertise et son approche humanitaire, urgentiste. Donc c'est vraiment au fil des rencontres et des discussions que finalement un petit groupe de travail s'est constitué et qu'un projet est né, quoi. D'accord. Donc l'initiative, est-ce qu'elle vient de l'ARS par exemple? Ah non, pas du tout. L'ARS n'est pas du tout à l'initiative de ce projet. Il y a eu un travail de coordination d'acteurs qui s'est fait de manière autonome. Euh, c'est des acteurs, donc là, des médecins libéraux, des médecins employés de leur structure de santé, des hospitaliers, qui en fait faisaient les mêmes constats, mais n'étaient pas forcément en lien. Un travail qui pourrait être fait par l'ARS, mais en l'occurrence, c'était pas le cas. Et donc, nous, Médecins sans frontières, à ce moment-là, en rencontrant un peu tous ces acteurs, on s'est dit qu'il y avait sûrement quelque chose à faire. Il y avait plein de propositions formulées par les acteurs. Et donc, on est venu un peu en support logistique, technique, avec notre approche un peu particulière sur ce type de contexte épidémique. Pierre Baglin, donc responsable logistique pour le projet Covid Médecins sans frontières à Marseille. Donc avec une grosse partie donc bien sûr logistique sur ce projet. On a vu à quel point les États, le gouvernement dans le monde entier étaient confrontés justement à ce défi logistique. C'est vrai qu'une des grosses problématiques qu'on a sur ce projet, c'est le manque en matériel de protection qui touche à peu près toutes les structures de santé. Et un des gros défis de ce projet, c'est justement Les masques, les gants, les lunettes. les lunettes, les surblouses, tout le matériel de protection médicale pour nos soignants, mais également pour fournir un peu de matériel de protection aux patients qui viennent et qui sont confrontés également à ce manque de matériel de protection quand ils doivent sortir de chez eux, quand ils doivent s'isoler par rapport à leurs proches. Et puis aussi, on a un des gros défis, c'est le manque de tests, de dépistage du Covid. Et comment vous réussissez à avoir tout ce matériel? Alors on essaie de solliciter au maximum tous les acteurs possibles. Alors on a l'agence régionale de santé qui Tout le monde, commence à se mettre tout le monde dit présent? Alors J'imagine. tout le monde dit présent, bien sûr, tout le monde est prêt à nous aider. Après, tout le monde est confronté à ce contexte de pénurie qui touche à peu près tous les acteurs de santé. Chacun aussi garde un peu jalousement ses stocks. Et Ah bon? les gens sont prêts à nous aider, mais ils ont aussi des besoins, aussi, ils sont confrontés à ce manque. Alors on a l'hôpital Nord de Marseille qui est notre principal partenaire, qui nous fournit un peu de matériel, notamment les tests. C'est eux qui ensuite analysent ces prélèvements. Donc ils essaient de nous fournir le maximum de tests, qui sont des tests pas toujours exactement adaptés à nos besoins, mais qu'on essaye de mettre en place et d'utiliser quand même. Au niveau de l'Europe, vous êtes aidé également? Pour l'instant, au niveau de l'Union européenne, on n'a pas d'interlocuteur. Donc c'est essentiellement les acteurs locaux, l'agence régionale de santé, l'hôpital Nord. Et moi j'essaye de solliciter au maximum tous les acteurs de santé, même privés, que je trouve sur Marseille. J'ai sollicité quelques laboratoires pharmaceutiques de l'industrie pharmaceutique présente à Marseille.
Voilà, il y en a qui me répondent, d'autres qui ne me répondent pas. Et avec on essaye. l'IHU, pardon, excusez-moi, et avec l'IHU, est-ce que vous êtes en contact On est en contact, on a un partenaire là, un interlocuteur, mais nous, notre partenaire privilégié, c'est plutôt l'hôpital Nord, parce que la volonté, c'est aussi d'avoir des réseaux qui sont proches des quartiers nord de Marseille. L'IHU, donc c'est la Timone, c'est plutôt les quartiers centraux, les quartiers sud de Marseille. Et nous, une des raisons qui a principalement motivé ce projet, c'est d'être justement en proximité avec les quartiers nord de Marseille. Les gens, aller à la Timone, pour eux, c'est compliqué. En plus, on ne le recommande pas forcément d'aller se déplacer à travers tout Marseille, de prendre les transports en commun. Donc l'idée, c'est aussi d'être le plus proche possible des gens d'ici, donc des quartiers nord, qui étaient un peu pour l'instant délaissés. C'est-à-dire aller à la Timone, c'est pas facile. Déjà en temps normal, Oui. quand les transports fonctionnent, traverser Marseille, vu l'état des transports en commun à Marseille, je me permets de le dire, c'est pas facile. Permettez-vous. Et voilà, dans un contexte pareil où en plus l'offre de transport en commun est plutôt réduite, se rendre à la Timone, c'est pas facile, les gens ont peur de sortir. Donc voilà, nous, la volonté de ce projet, c'était vraiment d'être au plus près des gens. C'est pour ça que notre partenaire principal, c'est plutôt l'hôpital Nord et moins l'IHU qui est plutôt lui à la Timone. Fort heureusement, tous les acteurs associatifs présents, on a beaucoup le club de foot là, de Malpassé qui nous aide, vous les avez déjà rencontrés. On a un interlocuteur qui s'appelle le Yazid qui est très impliqué dans les quartiers nord de Marseille aussi, qui nous aide justement à faire cette sensibilisation auprès des acteurs et de la population marseillaise. Donc voilà, on essaye de s'appuyer au maximum sur le réseau associatif, sur les médiateurs. Et faire trois sur les médias, vous voulez dire ? Aussi. Pour l'instant, on n'a pas trop d'informations de leur part. Ils sont venus, ils ont fait un reportage, je pense que ça a pu aider. Après, voilà, nous, notre quotidien, c'est plutôt d'aller au plus près des gens, en bas des tours, en bas des immeubles, dans les cités, d'aller rencontrer les gens directement plutôt que de s'appuyer seulement sur les médias. C'est important les médias bien sûr, mais après on n'a pas forcément de des journalistes retour. indépendants comme nous. Et... Voilà, des journalistes On vient indépendants, vous voir, il y en a plusieurs qui sont venus, Oui. et c'est déjà très bien. Et au maximum, si on peut avoir la couverture médiatique la plus large, on peut toucher forcément le public le plus large. Après, voilà, les gens ici, je ne sais pas à quel point ils se documentent de façon très indépendante. Je pense qu'ils sont aussi très dépendants des médias nationaux, de ce que peut leur dire BFM TV. Voilà, BFM TV, les grandes chaînes d'information nationales, qui ont tendance plutôt à dramatiser un peu la situation, qui sont sur un contexte et une échelle très large et qui n'ont pas forcément des informations à relayer au niveau local. Moi, je voulais revenir sur l'IHU parce que j'ai cru comprendre que l'IHU faisait des tests. Oui, tout à fait. Donc, ils font les tests. Donc, c'était dans ce contexte-là. Est-ce que c'est possible de leur demander justement les tests ? Alors, est-ce que c'est l'IHU via l'hôpital Nord ? Alors c'est plutôt ça qui se passe. Nous, notre interlocuteur c'est l'hôpital Nord. Après, on a un médecin à l'hôpital Nord qui, lui, est détaché de l'IHU et donc qui éventuellement peut nous servir de relais entre notre activité ici et ce qui se passe à l'IHU. Après, voilà, on n'a pas encore de discussion très directe. Je ne sais pas si vous faites référence par rapport à monsieur Raoult, par exemple. On n'a pas de contact. J'allais vous en parler. On n'a pas de contact direct avec lui. Mais on a un collègue à lui de l'UHU qui est détaché à l'hôpital Nord qui fait le relais avec lui. Voilà. À Marseille, nous serions moins contaminés que dans le reste de la France. Alors là, moi, Est-ce que c'est la même information pour tout le monde ? En tant que responsable logistique, je préfère que vous renvoyiez à un collègue médical. D'accord. A priori, oui, ce qui peut s'expliquer par différentes raisons. Moi, la raison que j'avance, c'est qu'il y a une chose qui a été faite à Marseille qui est très intéressante, notamment grâce à quand même l'initiative du professeur Raoult, c'est cette volonté de tester massivement le plus possible. Ça correspond à toutes les recommandations, notamment de l'OMS, le directeur de l'OMS qui avait, dès le début de l'épidémie, demandé aux États de tester massivement. Et c'est vrai que l'alternative principale au confinement, c'est le test, parce que quand on teste, on peut savoir si une personne est positive au coronavirus et éventuellement ensuite l'isoler, prendre toutes les mesures possibles de distanciation sociale, prendre en charge cette personne très en amont par rapport à sa maladie et éviter que la situation ne s'aggrave et que la personne laisse empirer la situation. Donc vraiment, c'est l'enjeu majeur de tester. Ça l'est maintenant en période de confinement, ça le sera d'autant plus quand on va sortir du confinement.
Voilà, le confinement il a permis aux gens de rester chez eux, d'éviter la transmission, de briser la chaîne de transmission du virus. Quand on va rentrer en période de déconfinement, l'enjeu principal si on veut éviter un rebond de l'épidémie, c'est vraiment de tester massivement. Et alors si on veut tester massivement, il faudra des tests bien sûr, et c'est tout l'enjeu, c'est tout ce qu'on attend des acteurs gouvernementaux, des Bien acteurs sûr, recommander des masques à tout le monde, sans exception. Alors à tout le monde, ça dépend des contextes, je veux dire il ne faut pas non plus être tombé dans la psychose, mais il y a sûrement des contextes de promiscuité où il faudra vraiment appuyer l'utilisation du masque. On parle de plus en plus des transports en commun, mais oui effectivement je pense que dans les transports en commun, le fait d'imposer le masque serait une bonne chose. Après voilà, quand on est à l'air libre, qu'on se promène, il n'y a pas forcément besoin du masque, je veux dire il ne faut pas non plus tomber dans la psychose. Quand on est dans un espace confiné, par contre, ça commence à devenir important. Donc les transports en commun, les ascenseurs, les espaces intérieurs en général où les gens sont proches et où c'est difficile de respecter des gestes barrières. Effectivement, le masque est une très bonne alternative. Et comment vous voyez aussi en termes logistiques le déconfinement et la rentrée des classes à partir du 11 mai? Alors Est-ce ça, que, pareil, est-ce qu'il y a des organisations avec l'éducation nationale, enfin les représentants au niveau académique Pour l'instant, je préfère pas vous répondre plutôt que de vous dire des bêtises parce que ça fait partie des choses qui sont encore à régler. On n'a pas trop d'interlocuteurs officiels. Et c'est vrai que c'est un grand mystère, de toute façon tout le monde le dit, et les annonces qui ont été faites en ce sens par le gouvernement laissent planer beaucoup d'incertitudes, beaucoup de doutes. On a des objectifs, oui, rouvrir les classes, mais alors comment on va le faire, ça c'est une très bonne question. Et pour l'instant les réponses sont assez floues. Donc nous on n'a pour l'instant pas trop de recommandations à faire parce qu'on n'a pas non plus beaucoup d'interlocuteurs officiels au niveau de l'éducation nationale, au niveau du rectorat, on n'a pas encore de contact précis à ce niveau. Très bien. Ok, Merci. super. Je vous en prie. Après le projet de monter un centre de dépistage, c'est venu comment? Est-ce que c'est venu aussi des quartiers, des habitants eux-mêmes, des associations et des libéraux, tout ça? Ouais, on sait que dans ces quartiers, l'enjeu du dépistage et du diagnostic précoce, il est très important parce que, au vu de la densité de population dans ces quartiers, la propagation du virus est beaucoup plus rapide. Et il y a eu des éléments d'inquiétude au début, du confinement. Il y a eu un grand nombre de cas identifiés, notamment par les médecins du centre de santé de Malpasset, aussi par les centres, le château en santé, les médecins du château en santé. En fait, le constat aussi, c'était que l'accès aux tests, il était très limité et contraint par des démarches administratives et aussi et ça avait un coût pour les personnes qui n'avaient pas d'assurance et de couverture médicale. Donc en fait, les médecins du château en santé, ils disaient, nous, on a réussi à négocier 5 créneaux avec le laboratoire du quartier, mais il faut accompagner les gens, il faut les aider à remplir les formulaires, il faut qu'ils aient l'appoint ou il faut qu'ils payent en chèque. Et il y a beaucoup de contraintes. Et en fait, c'était quasiment un mi-temps d'un médecin dédié pour l'accompagnement de 5 patients par jour pour se faire tester. Et donc là, on voit bien que les ressources elles sont mal exploitées, on va dire. Parce que un médecin peut faire bien mieux que d'accompagner, même si c'est très important là aussi pour un médecin d'accompagner le patient. Mais en fait, c'était beaucoup d'énergie, beaucoup de temps à passer, alors que ces ressources présentes pouvaient être utilisées de manière plus efficiente. Donc c'est dans ce cadre qu'on était en contact aussi avec l'hôpital Nord, qui déployait la capacité à faire des tests Covid, du dépistage. Et en fait, il y a un médecin, Dr Lévy, qui s'est beaucoup investi pour que la capacité de test ne soit pas uniquement réservée aux soignants ou personnes hospitalisées, mais aussi aux populations de quartier qui sont exposées et particulièrement vulnérables et fragiles par rapport à ce virus. Quand on circule à Marseille, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de déconfinement encore, bien sûr. Mais les gens sortent de plus en plus. Est-ce que c'est embêtant ? On observe là depuis une semaine qu'on a testé plus de 200 patients
sur le dispositif. Fort heureusement, le pourcentage des cas positifs est assez faible. Ça ne veut pas dire que l'épidémie est terminée. Et je pense qu'il faut avoir une très grande vigilance et maintenir la vigilance par rapport à l'épidémie, au risque de propagation de la deuxième vague, comme certains disent. La deuxième vague, oui. Donc, qui arrive. En fait, c'est vraiment un mauvais message de dire que l'épidémie est terminée. Et là, j'ai vu des contrôles un peu renforcés. C'est vrai que pour la première fois, moi, je me suis retrouvé dans des bouchons hier et aujourd'hui. Donc, on peut noter un changement. Mais du coup, là, c'est la vigilance collective et dire il faut faire attention. Soyons sérieux, restons confinés encore. Il faut absolument rester confiné jusqu'à la fin. Jusqu'au 11 mai. Mis en place des tests massifs aussi. Le test massif, il y a une tension un peu moindre sur les tests. Donc, ça nous permet, par exemple, nous, de tester les contacts. Donc, c'est important. Ça contribue à casser les chaînes de contamination. Mais oui, on n'est pas dans une situation où il faut se relâcher complètement. Mais les Marseillais se disent, nous on a la potion magique, on a notre grand professeur, oui. Donc ça nous rassure un peu et les gens sortent, enfin à mon avis. Oui, après quels Beaucoup n'ont pas l'autorisation de sortir aussi. Oui, Ils sortent quand même. Après voilà, moi je pense que c'est vraiment l'effort collectif qui doit se poursuivre. Je pense que la répression, c'est pas forcément la solution. Il faut surtout que les gens puissent prendre la mesure de l'importance du confinement. Donc nous, c'est notre travail. On essaye d'aller au plus proche des gens, de leur expliquer, de les sensibiliser, comme on dit, sur l'importance de se confiner, mais aussi de les accompagner. Il ne suffit pas de dire aux gens « restez chez vous ». Il faut voir dans quelles conditions les gens vivent parfois ici dans ces quartiers. C'est « restez chez vous », oui, mais on est là pour vous accompagner. Les associations sont là pour vous accompagner, vous aider et vous conseiller, voire vous aider à trouver des solutions pour vous isoler ailleurs, parce que chez vous, c'est pas forcément possible. Alors je suis Amandine, je suis infirmière avec Médecins sans frontières et je travaille sur le projet Covid dans les quartiers nord de Marseille. Nous soutenons 2 centres de santé, le centre de santé Malpasset et le centre de santé Château en Santé, qui est dans le 15e. Donc on a emmené 2 tentes et un petit peu de matériel et quelques professionnels pour venir en soutien aux professionnels qui sont déjà sur place et qui travaillent en réseau local avec d'autres associations, des médecins, des infirmiers libéraux. Donc voilà. Donc à ce jour, ça fait une petite semaine qu'on fait des dépistages. On a eu une vingtaine de patients par jour. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a très peu de personnes positives. Et voilà, donc l'idée c'est aussi d'avoir un temps d'entretien avec les personnes pour discuter de leurs conditions de vie actuellement avec le confinement, la difficulté à gérer le confinement et puis toutes les angoisses que ça peut occasionner. Certaines familles qui vivent dans la grande précarité pour qui c'est compliqué au niveau aussi alimentaire, donc on est en lien avec des associations qui font de la distribution alimentaire. Donc voilà, c'est au-delà du dépistage, il y a aussi toute cette sphère médico-sociale qu'on essaie d'aborder avec ces personnes. On pourrait dire qu'on pourrait parler de santé communautaire. Oui, complètement, on peut parler de santé communautaire. Et puis on peut voir qu'il y a quand même un fort réseau associatif ici, beaucoup de collectifs, d'associations qui sont mobilisées de manière solidaire, bénévole, qui font un travail extraordinaire. Donc nous, voilà, on est vraiment juste là en soutien. Mais c'est ces gens-là qui travaillent au quotidien toute l'année, qui étaient là avant nous et qui seront là après nous. Donc on est très heureux de pouvoir les aider. Bon. Voilà. Tu voudrais rajouter quelque chose qui t'a particulièrement atteinte ou... Non. J'étais quand même agréablement surprise par toute cette mobilisation. Et on pensait pas qu'il y avait autant de personnes qui auraient été disponibles, disposées, malgré certains risques qu'ils pouvaient prendre en travaillant autour du Covid. Voilà, et en fait, il y a tout un réseau parallèle qui s'est formé. Voilà, c'est plutôt l'État qui aurait dû prendre ça en charge et là finalement on s'aperçoit que les gens se débrouillent et se débrouillent très bien.
Souvent sans financement? Très souvent sans financement. Il y a des cagnottes qui sont mises en ligne, des personnes qui font des dons. Là, je ne parle pas de MSF, Oui. je parle voilà, des réseaux qu'on a pu rencontrer, avec qui on travaille. Donc voilà, les gens s'organisent. Quand l'État n'est pas là, les gens s'organisent. Exactement. Merci. Merci Je vous en beaucoup. prie. Merci, Amand. Éducateur au sein du club Malpassé, football club loisir Malpassé, appelé FCLM. Ça fait 5 ans que j'entraîne et nous sommes tous bénévoles. Et comment tu es arrivé ici? Avec le club de Malpassé, ça fait 5 ans, on œuvre dans le sportif. On est dans des critères sportifs, on a presque 400 licenciés. Avec le virus, toutes nos activités ont été mises en arrêt. Et un club, pour qu'il puisse vivre, il faut des sponsors. Nos principaux sponsors, nous, sont les docteurs, les médecins du centre de Malpassé. Et je tiens d'ailleurs à les remercier. Dr Slim, Dr Minikechi, leur centre en général. C'est donc tout naturellement que quand ils ont eu besoin de bénévoles pour cette structure, pour permettre, pour continuer d'avancer, pour dépister un grand nombre de personnes, on est venu prêter main forte. Sachant qu'on a la chance d'avoir une connaissance du terrain. On est habitant du quartier avant d'être éducateur. Ensuite, on est venu aider Médecins sans frontières qui eux font un travail énorme. Et on a une expression très connue chez nous, c'est par nous pour nous. C'est-à-dire qu'on fait les choses par nous, pour les gens pour nous. C'est donc tout naturellement qu'on est venu prêter main forte à Médecins sans frontières et Dr Slim. C'est aussi l'image du club parce qu'on est beaucoup dans le sportif. Dans le sportif qui dit des critères sportifs, dit compétitivité, dit des choix, mais on est aussi dans l'humain et le social. Et avec cette action, on prouve qu'on est dans l'humain et le social pour nos licenciés ainsi que pour les habitants de notre quartier. On porte le nom de Malpassé. Ça englobe le sportif et le social. Et on est dans Médecins sans frontières, c'est plus pour le social. C'est-à-dire qu'au départ, cette structure, en fait, elle a été réfléchie, elle a été pensée par des médecins généralistes qui Voilà. sont sponsors, un petit peu en quelques mots, sponsors du club de foot. C'est ça. Et ensuite, vous êtes... On est venu se greffer à ce projet. Aujourd'hui, D'accord. les médecins, c'est ceux qui font les tests, qui posent les questions. Nous, on est venu donner une coordination participative dans le sens où on va englober, on va accueillir les gens, on va les diriger, on va essayer de filtrer aussi, de jouer le rôle de conseil, de guider les familles dans la détresse vers des associations adéquates. D'accord. Vous allez les aider dans quel sens? Au niveau alimentaire, au niveau d'aide sociale? Parce que vous faites un travail extraordinaire, vous accueillez, mais en même temps, vous faites tout un travail de prévention pratiquement, puisque vous allez parler des gestes barrières, de l'orientation dans les différentes associations qui distribuent ou des collectifs de l'aide alimentaire. Oui, voilà, on va les diriger. En fait, selon les familles, le besoin est différent. Aujourd'hui, il y a des familles qui ont besoin d'être dépistées, on va les dépister. Et il y a certaines familles, déjà, ils sont dans la peur. Ceux qui sont dans la peur, il y a des psychologues à disposition. Vous savez, confiner plus d'un mois, c'est difficile émotionnellement parlant. On va les guider. Il y a des familles qui sont dans le besoin financier. Là encore, on a certaines associations qui donnent des colis alimentaires, que ce soit viande, lait, des produits de première nécessité. Et des fois, ce qui bloque, c'est qu'ils ne savent pas. Donc notre rôle, c'est de les aider à... D'informer. Voilà, d'informer, de les aider à aller vers l'association la plus adéquate à leurs besoins. Pour une personne dans la difficulté financière, elle ne veut pas parler à un psychologue et vice-versa. Donc nous, notre rôle, c'est de les aider, de les accompagner surtout vers un acheminement qui répondra à leurs besoins. Oui. Puis l'accompagnement est une partie très 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 importante dans tout ce qui est de prise en charge en santé, quoi, Bien en sûr. santé globale. Avec le virus, on se rend compte qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, surtout dans les quartiers nord, sont dans le besoin, qu'il soit financier, qu'il soit d'accompagnement tout simplement. Et le rôle du club de foot du quartier, au-delà du foot, c'est de montrer que nous pouvons les accompagner dans leur situation de la vie quotidienne, de la vie courante.
Et est-ce que les gens ont peur? Est-ce que les gens ont confiance? Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans les quartiers, justement? Justement, ils ont confiance, parce qu'ils voient des visages familiers. Aujourd'hui, on n'est pas avec des blues, on est tout comme eux. Eh oui. On sort de chez nous comme eux, on les côtoie au quotidien. C'est pour ça que notre aide est importante à Médecins sans frontières, parce que les gens auraient des craintes. Et c'est normal, quand on ne connaît pas, on a cette réticence. Aujourd'hui, nous, on les accompagne pour montrer que Vous êtes vraiment ce lien voilà, entre la population et les structures adéquates. Et Médecins sans adéquates. frontières, comme je dis, c'est un travail énorme qui mérite toute reconnaissance. Ce qui est dommage, c'est comme je dis, c'est la connaissance. Il y en a, ils ne sont pas au courant, ou ils ont cette crainte-là, et c'est normal. Parce qu'on est dans une épidémie ou une pandémie, tout dépend. Oui. Et c'est nouveau pour tout le monde. Donc tout ce qui est nouveau attire la crainte, ce qui attire la crainte attire la réticence. Et ça emboîte le pas sur le fait que les gens de quartier sont très, très reconnaissants. Il y a quelque chose qui est primordial dans notre quartier, c'est la reconnaissance. Il y a deux termes qui qualifient le quartier, c'est la solidarité et la reconnaissance. Et je pense qu'ils pourront vous le dire, l'accueil il est à la hauteur de leur investissement et j'espère qu'on aura servi à quelque chose. Vous servez énormément. Vous avez servi avant, vous servez pendant et vous servirez encore après. Espérons-le. Hein, parce que grâce à vous, on peut prendre contact avec un maximum de gens de la population et on se rend compte que ces personnes-là sont quand même très 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 isolées Voilà, dans ces quartiers. C'est le but, c'est de rassembler un maximum de gens, de les sensibiliser. Après, s'ils n'ont pas besoin, mais le but c'est de sensibiliser un maximum de personnes. D'accord. Et vous avez des gens qui viennent, beaucoup de gens où il y a de l'appréhension On a eu du passage, après il y a beaucoup d'appréhension au niveau de la maladie en elle-même. Les gens ont peur de sortir, ce qui est normal. Après nous avons ceux qui ont très très peur, donc qui viennent se faire dépister malgré qu'il n'y ait aucun symptôme. Tout dépend de la personne après, mais on a eu un large panel de personnes qui sont venues se faire dépister avec les symptômes. Mais quand il y a le dépistage ici, est-ce que les résultats sont donnés 48 heures après, comme on le fait aussi à l'IHU? Les résultats ici sont 24 heures ou 48 heures après. 24 heures. On appelle surtout les patients testés positifs. Et après, pour les personnes négatives, il y a le suivi. Il y a, selon le besoin du patient, il y a un suivi qui est effectué. D'accord. Et s'ils sont positifs, au prélèvement, qu'est-ce qu'on met en place ici? Est-ce qu'on traite? Est-ce qu'on isole? Ça, très sincèrement, c'est des questions d'ordre plus médical, donc on va le poser. Le suivi, pas de souci. Nous, on accueille. Le suivi est effectué par le médecin généraliste. Après, il leur donne le suivi approfondi, très sincèrement avec vous. Nous, on est plus dans le social, c'est-à-dire leur suivi dans le besoin, leur suivi médical. Ce qu'on leur conseille, c'est le confinement, c'est les gestes barrières, les gestes de précaution. Ensuite, pour tout ce qui est question technico-médicale. Tout à fait, j'entends. Mais par exemple, s'il y avait une question, enfin moi, je viens me faire prélever, je viens me faire tester. Oui. J'ai une question, est-ce que tu peux me répondre ou non, ça sera l'orientation? Non, on essaye de répondre dans la mesure du possible. En amont, on a eu une préformation sur les gestes barrières, sur les symptômes, sur qu'est-ce qu'est la maladie, sur qu'est-ce qu'il faut faire pour se protéger de la maladie. Après, le suivi médical, c'est plus le docteur. Ça, c'est sûr. Mais après, je pourrais répondre, la personne, elle a les réponses entre 24 et 48 heures. Voilà. La période d'incubation est de 3 à 5 jours jusqu'à 14 jours maximum. Il y a plusieurs éléments où on a été à même de répondre. Mais ça reste très global. On n'a pas de réponse approfondie. C'est des réponses que tu peux donner au public large, voilà. Et que mais tu pour peux un répondre, suivi médical, oui, c'est le docteur qui est. Ok. Ben merci. Okay. Et puis bon courage et bravo. Merci pour tout ce que vous faites. Merci pour tout. Nickel, vraiment merci pour à ton vous. témoignage. Bravo. Par exemple, si on teste, si vous, par exemple, vous testez, l'hôpital Nord teste, on se rend compte qu'une personne est positive,
dans une famille où il y a 7-8 personnes, comment ça va se passer? Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous mettez en place à ce niveau-là? Le cas s'est déjà présenté, hein. On a déjà eu, il y a 2-3 jours, un patient positif avec 7 personnes à la maison dans un T3. Donc il fallait absolument isoler, notamment parce qu'il vivait avec des personnes fragiles. Et donc on a encore à nouveau deux cas qui se sont présentés, des patientes qui étaient positives. Et donc là, on s'est rapproché de l'ARS, avec qui on est en discussion depuis un moment. Et, il se trouve qu'il y a un centre qui s'appelle le centre d'hébergement spécialisé, on l'appelle aussi le centre de desserrement. C'est un centre qui est dédié aux personnes positives qui n'ont pas la capacité de s'isoler correctement afin de protéger leur entourage à la maison ou là où ils vivent habituellement. Donc la priorité est donnée à des personnes sans domicile par exemple, ou des personnes habitant dans les squats, des bidonvilles, mais pas dédiées aux SDF, mais priorisées pour les SDF. Il se trouve qu'il y a 6 patients, en tout cas il y avait 6 patients là il y a 2 jours dans ce centre. Donc un centre avec une capacité avec 78 lits. Donc c'est un centre qui n'est pas saturé, qui est financé par l'ARS, et donc c'est un dispositif qui existe. Donc moi je pense que ça vaut pas le coup d'inventer de nouveaux dispositifs. Exactement. Tant qu'il y en a qui existent. Moi je l'ai visité ce centre, il est tout à fait correct, ça permet en tout cas un isolement dans de bonnes conditions. Donc en fait, moi ce qu'on fait là, avec les médecins des centres, c'est qu'on appelle le médecin coordonnateur du centre en question, à rue Estelle, et on lui adresse les patients qu'on identifie dans nos centres de diagnostic. Et ces médecins coordonnateurs, par exemple, ils sont mis en place par qui dans ce centre-là? Et là, c'est l'association Empile qui gère ce centre, donc, à qui la RS a confié la gestion de ce centre. Et donc voilà, c'est tout un dispositif qui a été mis en place assez tôt après le début du confinement, mais en fait qui se retrouve très peu sollicité. J'ai envie de penser que c'est une bonne nouvelle si effectivement le parcours établi fonctionne et qu'on réussit à identifier les cas s'ils se présentent. Voilà, c'est à suivre, mais pour le moment en tout cas le taux d'occupation est relativement bas. Est-ce qu'on pourrait aussi parler du travail des libéraux, par exemple des infirmières, des médecins et des infirmières des libérales qui vont à domicile, quoi. Est-ce qu'elles vous renvoient les patients à risque ou les patients qui sont en difficulté? Ouais, moi je suis en contact avec quelques infirmiers libéraux qui eux-mêmes aussi faisaient remonter le besoin de diagnostic, de tests. Donc c'était aussi en réponse à leur alerte un peu qu'on s'est un peu plus intéressé à la situation dans le quartier nord. Il y a des infirmiers libéraux qui viennent les matins aussi sur leur temps libre bénévolement s'impliquer sur le dispositif pour accueillir les patients, identifier les signes de gravité, conseiller les patients aussi. Et par la suite, c'est aussi qu'ils sont en charge de suivre les patients s'il y en a des cas positifs. Donc moi je trouve ça très impressionnant de voir la mobilisation des professionnels de santé, aussi des médecins libéraux, quelques médecins notamment du centre, qui viennent sur leur temps libre pour prendre en charge leur population, quoi. Et donc nous, on vient en support, on a une certaine expertise, mais l'expertise, elle est là. Et donc on vient vraiment en support, c'est aussi ça qui est très intéressant. D'accord. Et est-ce que on peut... Tu fais le lien par exemple avec la caisse primaire, mais bon, la caisse primaire, est-ce qu'elle ne dépend pas de l'ARS aussi par rapport justement à cette arrivée de personnes dans les cabinets médicaux libéraux qui en même temps, eux, ont les ordonnances, peuvent aussi orienter selon les symptômes et donc eux, ils sont remboursés par la Sécu. Enfin, si les assurés sociaux sont assurés. Ouais. Et là, c'est le cas, hein. Les assurés sociaux sont pris en charge par leur mutuelle. Donc on reste vraiment sur le dispositif existant. Simplement, la particularité, c'est que des personnes qui n'ont pas de couverture sont pris en charge aussi et sans frais. C'est pas gratuit bien sûr, mais c'est sans frais. Et ça, c'est très important. En fait, l'idée de ce dispositif, c'est d'être au plus proche
de lever tous les obstacles possibles pour venir faire le dépistage. Donc, c'est-à-dire que j'ai rencontré des personnes, ils disaient ah non, moi aller chez mon médecin, il est fermé, ou il faut seulement le contacter, ou j'avais peur d'y aller, ou ils viennent ici. Parfois ils ont une ordonnance médicale, donc ils ont fait la démarche d'aller voir leur médecin, mais ils viennent ici et c'est simplifié. Et ça permet de ne pas perdre de temps pour le diagnostic. Et du coup aussi, et la grande valeur de ce dispositif, c'est l'approche intégrée médico-sociale. C'est-à-dire qu'ici, on n'est pas dans un laboratoire où hop, on fait le test et le patient est renvoyé et on lui donne son résultat. On s'assoit avec le patient, on prend un temps d'écoute, d'échange autour de comment ça se passe le confinement et comment ça se passe à la maison. Et on essaye d'avoir une approche plus globale en fait, et pas seulement bon vous avez de la fièvre, prenez un paracétamol, ou on vous teste, on vous donnera le résultat. C'est vraiment de prendre un temps. Si les patients ou les personnes font la démarche de venir jusqu'à nous, il faut leur accorder un temps. Et puis peut-être qu'ils ne seront pas positifs ou pas suspects, mais peut-être qu'ils auront d'autres demandes et peut-être qu'on réussira à les orienter et à les conseiller par rapport à ces besoins. Ne serait-ce que pour des dossiers un peu brûlants, comme les enfants maltraités et les femmes battues. Tout à fait. Non, mais il s'agit vraiment d'avoir un temps d'écoute pour aussi identifier ce type de cas et donc en fait de pouvoir y répondre. Et c'est pour ça qu'on s'appelle un centre de diagnostic et d'orientation, c'est-à-dire qu'on est vraiment dédié au Covid, mais s'il y a d'autres problématiques identifiées, telles que des pathologies chroniques non traitées ou en rupture de soins, ou d'autres problèmes à la maison, psychologiques, etc., on n'est pas forcément en capacité d'y répondre avec les ressources qu'on a déployées ici, mais par contre, on peut les orienter. Et ça, c'est important, d'avoir une réponse malgré tout, même si ce n'est pas nous. Et le lien que vous avez avec l'assistance publique Nord, l'hôpital Nord, vous travaillez énormément avec eux, vous orientez, voilà, comment ça se passe en quelques mots? Ouais. Alors, donc on est en lien avec le laboratoire qui traite les tests, les écouvillants qu'on réalise ici dans les centres, et puis aussi avec les médecins du service hospitalier Covid. Donc en fait il y a un lien direct avec le service hospitalier. Par exemple si on identifie une personne qui aurait besoin d'être hospitalisée au vu des signes, des symptômes, des facteurs de risque, comorbidité, etc. On est en lien direct avec l'hôpital et on peut adresser les patients à l'hôpital. Aussi à l'issue de l'hospitalisation, on peut assurer le suivi. Donc c'est rassurant aussi pour les services hospitaliers de savoir qu'il y a un suivi derrière et qu'il y a une possibilité de prendre le relais, quoi. Donc c'est vraiment intéressant dans la démarche parce que c'est un parcours de soins qui a été établi avec les professionnels de santé et associations de quartier, mais aussi ville-hôpital. Donc vraiment pour avoir une approche intégrée et assez générale, quoi. C'est un modèle à suivre, quoi, que aurait dû faire l'ARS. Normalement, c'est notre engagement en santé, ça serait ça, quoi. Moi, je pense que ce dispositif il est vraiment cohérent au vu du contexte spécifique, au vu des populations et de la précarité des personnes qui vivent autour de ce dispositif. Je pense que ça fait beaucoup de sens. Après, c'est pas mon rôle de dire qui aurait dû le faire. En tout cas, nous, on est là et on fait cet effort dans l'intérêt des populations des quartiers. Parfait. On peut parler peut-être en conclusion, s'il peut y avoir une conclusion, en espérant que tout s'arrête, que tout reprenne son cours normal, quoi. Ok, je vais faire une conclusion. Non, nous, en tant que Médecins sans frontières, quand on intervient, on espère pouvoir se retirer au plus vite. Quand on intervient, c'est qu'il y a une crise, une situation aiguë et où il y a des besoins qui ne sont pas couverts. Notre intention, ce n'est pas de se substituer aux acteurs de terrain ni aux obligations de l'État, mais bien de venir en renfort et de se retirer dès que possible. Bravo. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, oui. Aloïs. Ouais, pas de souci.